Bien, bah écoutez, on va démarrer gentiment. Merci à tous d'être venus à nous rejoindre au CNED, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Donc je m'appelle Jacques Fayet et je serai un peu le chef d'orchestre de ces rencontres, de ce séminaire. Oui, merci. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Mbaye, directeur des formations et des services au CNED, pour le remercier de nous accueillir, et à Jacques Barry, président du FOD, qui va introduire ces 2 journées. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bienvenue au CNED. Bienvenue à Cassin, dans ce bâtiment de l'école d'ingénierie et de formation à distance. Je voudrais, au nom du directeur général, M. Serge Bergamelli, vous remercier de nous avoir choisis. Dans un moment aussi important pour toute la profession. Je voudrais faire allusion à cette loi qui est entrée en vigueur et qui nous concerne tous. Cette loi qui nous ouvre des perspectives nouvelles, mais aussi certainement qui nous invite à engager une réflexion sur la meilleure manière d'en tirer parti. Donc nous sommes heureux d'accueillir la profession ici chez nous, au moment où nous-mêmes nous sommes en train au CNED d'engager un important travail de professionnalisation autour de la formation continue, autour de la formation à distance aussi. Nous sommes en train notamment d'engager des chantiers pour structurer des modèles de formation pour nos ingénieurs, concepteurs. Nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une chaîne éditoriale numérique. En fait, toutes choses qui, en fait, préparent l'avenir. Or, il nous semble que dans le programme qui nous a été donné, la question de la dimension stratégique, du poids stratégique de la formation à distance et aussi de l'avenir se pose plus que jamais. Donc nous voudrions vous faire part à la fois de notre intérêt, mais aussi de notre mobilisation auprès de l'ensemble des acteurs de la FOD pour pouvoir, bien sûr, travailler dans le sens d'une meilleure reconnaissance à la fois de ce que nous faisons, de l'intérêt que nous avons pour les entreprises et aussi pour toutes les personnes, institutions ayant peu ou près un rapport avec la formation. Cette loi qui est en vigueur élargit la définition de la formation, de l'action de formation pour mieux prendre en compte notamment la formation à distance, pour partie ou en totalité. Autant dire que donc le travail de longue haleine, parce que j'ai eu quelques échos en interne de la mobilisation qui a été la vôtre, enfin de certains acteurs ici, j'allais dire dans la salle, j'allais même donner un coup de coude pour dire à côté de moi, ce travail donc de longue haleine qui a fini par payer. Donc l'essai a été marqué et je voudrais en féliciter ici tous ceux qui ont porté ce lourd travail pour notre intérêt à nous tous. Si la dimension stratégique de la FOD ne doit plus faire aucun doute, les évolutions de l'environnement, pour autant, doivent nous inciter à en tirer le meilleur parti. Le meilleur parti, c'est de voir ce que cette donne, cet environnement juridique, la nouvelle donne technologique, le questionnement sur cette société du savoir qui est sans être, est-ce que les plus, ceux qui en ont le plus besoin y ont accès, comment faire pour qu'ils aient accès. En fait, toutes ces questions qui se posent et dont vous êtes habitués, mais comment ces questions, nous les abordons cette fois-ci dans ce nouveau cadre. Nous, au CNED, nous sommes, je vous ai dit, en mouvement. Nous sommes en mouvement pour accompagner tout acteur, toute institution, à la fois pour former, pour professionnaliser ces troupes, mais aussi pour construire des partenariats payants, notamment en direction des entreprises.
L'EFAD, donc, qui nous accueille aujourd'hui, l'école de l'ingénierie et de la formation à distance, est sur le point de redémarrer ses activités. Et nous sommes heureux, donc, dans cet instant, de pouvoir vous accueillir, de pouvoir nous mettre à disposition, de pouvoir susciter, encourager autant que faire se peut le travail de réflexion que vous avez engagé. J'ose espérer que ces 12e journées de la FOD ici au CNED marqueront un moment important pour nous autres et que, je n'en doute pas, vos travaux produiront un résultat qui nous sera profitable à tous. Et je voudrais vous souhaiter encore une fois, mesdames et messieurs, la bienvenue au nom de l'ensemble du CNED, de ses personnels, et vous souhaiter la pleine réussite pour vos travaux. Monsieur le directeur, je voulais vous remercier et puis, à travers vous, remercier le CNED, bon, bien entendu pour son accueil aujourd'hui, mais comme vous l'avez vous-même évoqué, pour toute la contribution que le CNED fournit au FOD et à l'ensemble des activités du FOD, et puis plus particulièrement, c'est vrai, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps et qui a abouti à la loi que l'on connaît, dont on parlera tout à l'heure. Pour moi, l'année 2015, j'ose le dire, est en quelque sorte l'année 1 de la FOAD. Alors vous allez me dire, il est fou, ça fait 15 ans qu'on fait déjà au FOD, ça existe depuis 95. Il y avait de l'histoire avant Jésus-Christ, hein, donc on peut être avant l'année 2015, mais c'était un peu la préhistoire. Et je crois que vraiment, ce qu'on a vécu toutes ces dernières années, ce qu'avec quelques-uns ici, on a souligné auprès des ministères, auprès des parlementaires, auprès de tous ces gens-là, c'est le fait que, alors qu'au moment de la loi de 71, la France était en avance sur le reste du monde en matière de formation continue, et on venait nous voir, on venait voir comment on faisait, et on trouvait ça épatant, plus personne ne vient nous voir, parce qu'en fait, on a laissé complètement passer le train de la FOAD, de l'innovation d'ailleurs de manière plus générale, à cause du carcan administratif créé par cette obligation fiscale qui a été très heureuse à un moment donné, mais qui au fil des années était devenue un frein et non plus un accélérateur. Et donc je crois que réellement, la France a maintenant la possibilité, les différents acteurs ont la possibilité de relancer à une échelle nouvelle tout ce qui est FOAD. Alors FOAD, déjà au FOD, on a toujours des discussions sur le terme FOAD. Beaucoup d'entre nous préféreraient multimodal, qui préserve mieux l'ensemble du champ des possibles. Mais le législateur a tranché. Il dit FOAD. Alors déjà, on avait remarqué que les conseils régionaux, tout ça, parlaient de FOAD, pour dire la même chose que nous. Ça ne correspondait pas vraiment aux initiales, hein, mais ils avaient l'air de comprendre, donc on n'osait pas trop en changer. Mais là, maintenant, c'est la loi. Alors là, c'est encore plus sérieux. Donc la FOAD, non seulement elle est libéralisée, on le verra dans la table ronde tout à l'heure, mais elle est légitimée. Elle est légitimée comme de la vraie formation. Pas une... Alors, je pense que la libération qu'on a obtenue en quelque sorte pour la FOAD va d'ailleurs bénéficier à l'ensemble de l'innovation en matière de formation. Elle va d'ailleurs créer de nouveaux acteurs. Elle va créer aussi de nouveaux concurrents pour les structures de formation. Et à nous de savoir si nous arrivons à élargir notre champ d'action ou si au contraire nous laissons simplement des gens dont le métier était un peu ailleurs venir sur notre champ. L'histoire du FOD est intéressante sur ces questions législatives, parce que le FOD n'a pas été créé pour régler des problèmes juridiques, c'était pas du tout ça, mais dès le début,
lorsque, je me souviens très bien, j'avais posé la question à nos membres de départ, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ils nous avaient répondu, soulever tous les freins réglementaires. Alors on avait fait un rapport à Martine Aubry à l'époque. On a obtenu, avec une vraie difficulté, on a obtenu la fameuse circulaire de 2001. En ayant la chance d'ailleurs d'avoir quelqu'un à la DGEFP qui comprenait particulièrement bien nos problèmes, qui est hélas décédé aujourd'hui. Mais ce problème les réformes de la formation, on en a tous les 3 ans en France. Donc c'est pratique. Donc tous les 3 ans, on revenait et d'une manière ou d'une autre, on allait défendre nos affaires. Et ça ne marchait pas. Et là, ça a marché. Alors peut-être qu'on s'est rodé et qu'à la fin, on finit par être meilleur comme argumenteur. Mais je crois surtout que, et c'est pour ça aussi que je parle d'année 1 de la FOAD, les temps sont mûrs. Il y a un moment où on est précurseur. Mais on est précurseur un peu seul à prêcher dans le désert. Et puis il y a un moment où ce qu'on préconise, ce qu'on essaye de défendre, correspond mieux avec l'air du temps. Et c'est la situation actuelle, et c'est aussi pour ça que cette fois-ci, nous avons obtenu ces modifications législatives. Alors on a eu peur après, on va peut-être en parler tout à l'heure, parce qu'on a eu la loi, on était tellement surpris de trouver un texte qui nous convenait, qu'on attendait les décrets avec une grande inquiétude. Et puis après, on a eu le décret qui est sur l'action de formation, puis le décret sur les OPCA, et puis de texte en texte, à chaque fois, ça allait bien. Et donc, je crois aussi que c'est très important, cette notion de... la situation était mûre, et avant, elle ne l'était pas. Alors, si nous faisons ces rencontres aujourd'hui, qui sont d'un type un peu particulier, pour les habitués des rencontres, nous sommes moins nombreux et nous sommes très majoritairement des membres du FOD. Et nous l'avons voulu comme ça, parce que nous avons ressenti le besoin de nous recentrer un peu sur nos propres réflexions, parce qu'il y a des éléments qui changent la donne. Alors, le premier élément, je viens d'en parler, c'est l'aspect juridique et réglementaire qui ouvre ce qui jusqu'à présent était fermé. Mais c'est vrai aussi des technologies et de leurs usages. Et ce sera le deuxième thème abordé dans ces rencontres. Et puis c'est vrai aussi de tous les éléments, gratuité, etc., qui en fait touchent nos modèles économiques et touchent tout le domaine du socio-économique à travers la FOAD. Et c'est également le troisième thème. Donc c'est sur tous ces sujets-là que nous voulons concentrer notre travail sur 2 jours. C'est plus court aussi que nos rencontres habituelles. Et je voulais terminer en remerciant encore le CNED de son accueil, sans lequel tout ceci n'aurait pas été possible. Puisque cette fois-ci, nous n'avons pas eu de soutien d'un conseil régional. Je vous remercie. Alors, quelques mots juste sur les règles du jeu pendant ces journées. Donc, vous avez compris qu'on va travailler sous forme de séminaire. Celui de ce matin est affiché, c'est-à-dire qu'à chaque fois, sur chacun des thèmes dont Jacques vient de parler, on va avoir une introduction sous forme de conférence ou de table ronde. Donc là, on va aller rejoindre le centre info qui nous attend avec la DGEFP. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des ateliers qui poursuivent la réflexion. Ces ateliers, on vous en a mis la liste des participants que l'on a fait de façon tout à fait arbitraire, juste pour répartir les participants dans des salles. Les salles sont évidemment pas extensibles. Donc l'idée, c'est qu'on vous a préaffecté dans des ateliers. Si vous souhaitez plus tard en changer, évidemment, aucune difficulté. Donc vous avez à votre disposition la liste des participants par atelier. Les salles sont également indiquées sur le dossier que vous avez dans les mains. Il y a 2 salles à cet étage de l'amphithéâtre et une salle au-dessus. Et puis, à l'issue de ces ateliers, on se retrouvera dans cette pièce, dans cette salle, dans cet amphithéâtre, pour faire une mise en commun. Les ateliers ont pour mission de produire effectivement ces documents de restitution. Donc,
voilà ce qu'on a mis dans vos dossiers. Autre document très important, vous voyez que grâce au CNED, on a des ressources qui sont filmées. Vous avez donc dans vos dossiers une autorisation d'enregistrement et de diffusion que nous allons vous demander à chacun de signer et de retourner à Sonia. Ça, c'est très important puisque l'idée, c'est qu'on puisse mettre en ligne le plus vite possible nos travaux. Et on a besoin de votre autorisation. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et rejoindre le Centre Info. Alors, je vais redonner le micro. Voilà, bonjour Jean-Philippe, ainsi que tes voisins. Je suppose que cette fois-ci tu m'entends. On fait un essai de son pour voir si on t'entend aussi facilement. On nous entend. Est-ce qu'on nous entend? Ben oui, écoute, merci. Je crois que ça marche. Est-ce que, monsieur, vous voulez vous mettre dans la salle peut-être? On va laisser les premières personnes. Voilà. Donc voilà, le dispositif. Donc Jean-Philippe, je te laisse te présenter ainsi que tes voisins pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir à l'occasion de vos rencontres. Effectivement, je suis entouré de Stéphane Rémy, de deux personnalités de la DGEFP. Donc Stéphane Rémy de la mission de l'organisation des contrôles, et puis David Perrin-Pilot, donc de la mission droit de la formation et du financement de la formation. Le sujet, en effet, mérite quelques zooms à la fois sur les questions de la réforme et de sa portée et de ses changements, et puis du financement de la FOAD, et enfin certainement de la question du contrôle. Donc je pense que nous pourrons répondre à un maximum de questions. Je ne sais pas si on y va, si on... Oui, on va garder juste le principe du planning tel qu'on l'avait imaginé. Tu prends la parole pendant environ un quart d'heure, 20 minutes pour rappeler qu'en fait le thème que nous traitons ensemble a déjà été traité sous forme de webconf au mois de décembre. Hélas, on a raté l'enregistrement de cette webconf. D'ailleurs, j'ai tout de suite redémarré mon enregistrement pour remettre... en service, donc voilà. Donc au moins on aura, et puis grâce au CNED et grâce à la structure qui est ici en place, on aura un deuxième enregistrement. Donc on est ceinture et bretelle, comme on dit. On a un peu verrouillé nos capacités d'enregistrement. Donc 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, pardon, pour Jean-Philippe qui nous remet dans le cadre de la loi. Et puis, on a passé à Jean-Philippe les questions qui n'avaient pas été traitées dans le chat de la webconf pour ceux qui en avaient participé. Donc, je suppose qu'il y aura peut-être un deuxième temps là-dessus. Et ensuite, parole à la salle. Donc, préparez vos questions. On fera circuler un micro, bien sûr, pour que vous puissiez les poser. Je vous demanderai à chacun, quand vous poserez votre question, de dire qui vous êtes, de vous lever pour qu'on ait un meilleur visuel à la fois ici et au Centre Info. À toi, Jean-Philippe. Merci Jacques. Donc on va en fin de compte un petit peu improviser notre propos, puisque nous allons essayer de tenir un propos à trois voix. Le diaporama que j'ai transmis est là juste pour vous donner quelques points d'appui sur le sujet. Et en entendant l'ouverture, les mots d'ouverture de Jacques Barry, je me disais que effectivement nous sommes dans un début d'année qui marque l'année 1, non seulement de la FOAD, mais certainement de la réforme elle-même. Ce début d'année est marqué par l'ouverture du site internet relatif au compte personnel de formation, et je tenais à signaler que nous sentons les choses bouger, les choses avancer à Centre Info en ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme. À la fin de l'année dernière, nous avons fait un petit bilan des retours que nous faisaient les participants que nous rencontrons dans nos manifestations, et un grand scepticisme dominait les points de vue des différents professionnels qu'on rencontrait, un grand scepticisme sur, par exemple, tout simplement l'ouverture de ce site internet, et visiblement, ça n'a posé aucun problème à la Caisse des dépôts et consignations. Et aujourd'hui, donc, on sait le succès qu'a déjà ce site en ce début d'année. Donc, on est effectivement en face d'une réforme très ambitieuse, une réforme globale, comme le dit le premier slide, qui aborde différents sujets, et de près ou de loin,
ces différents sujets peuvent concerner les acteurs de la FOAD. Dans le premier thème qui a été porté par les partenaires sociaux dans l'accord du 14 décembre 2013, à savoir justement la mise en place du compte personnel de formation, du conseil en évolution professionnelle, du financement par les entreprises de la formation professionnelle, là déjà nous avons 3 sujets très importants qui concernent l'offre ouverte et à distance. L'autre sujet, certainement, c'est le sujet de la décentralisation, parce que là aussi, un repositionnement des régions qui sont au cœur du pilotage territorial de la formation professionnelle, naturellement, va modifier aussi les choses. Et puis, il y a aussi un volet important qui concerne toute l'offre de formation, qui révèle une attention encore plus forte du législateur sur les modalités innovantes de formation, donc la FOAD, et la qualité de la formation. Donc la qualité de la formation qui aussi rejoint les préoccupations de la FOAD à travers le suivi, le découpage pédagogique des opérations de la FOAD. On est certainement sur l'ingénierie la plus sophistiquée que l'on peut connaître dans le champ de la formation. Voilà, donc vous le saviez certainement, mais à travers certaines questions qu'on a reçues, il m'a semblé quand même que vous aviez besoin de temps en temps de poser des questions de base sur la réforme, et c'est vrai que la grande difficulté de cette réforme, c'est qu'elle ressemble, enfin, un certain nombre de notions nous rappellent des choses anciennes. Je pense au compteur du CPF qui nous rappelle le compteur du DIF. Mais attention, les paradigmes changent beaucoup. On parle toujours d'une contribution des entreprises, mais cette contribution n'a rien à voir avec la précédente contribution. Donc attention à ces lectures un petit peu trop rapides des changements. Dans le deuxième slide, ce sont les adjectifs systémiques et dynamiques qui sont mis en avant. Parce que cette fois-ci, la réforme, au-delà de sa grande ampleur, qui révèle que les fondamentaux ont été touchés, j'ai évoqué le CPF, j'ai évoqué la contribution des entreprises, par ricochet, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont impactées, la décentralisation. Et puis, le côté dynamique de la réforme, c'est que c'est une réforme qui est en mouvement rapide. Elle était déjà écrite, elle a déjà été écrite dans un processus assez accéléré, avec une procédure d'urgence, avec des décrets qui finalement, en fin de compte, sont quasiment tous sortis dans un temps record. C'est un exploit. Et on le voit, les acteurs n'attendent pas. Les acteurs ne restent pas les bras ballants. Et les OPCA sont déjà en ordre de marche. La CDC, j'ai évoqué la Caisse de dépôt et consignation, naturellement, a répondu à l'appel. Et je vois que le FOD a bien compris aussi qu'il fallait très vite se saisir des nouvelles opportunités offertes par cette loi. Donc on pourrait, sur ce sujet de la réforme, aller très loin sur cette analyse des sujets qui concernent directement les FOAD. Ce matin, on va faire une focale plus particulièrement sur la définition, donc les critères légaux de la FOAD, puisque, comme le disait Jacques-Marie, c'est un élément important. Le législateur a écrit en lettres d'or, si je puis dire, les caractéristiques de la FOAD, et le décret d'application a suivi, permettant de retirer du paysage les questions de présence, d'attestation de présence pour les prestataires de formation, pour les modules de formation ouverte à distance, et donc nous sommes devant quelque chose qui devrait simplifier ensuite le fonctionnement. Mais justement, sur cette question de la simplification, puisque il a été utilisé l'expression des freins réglementaires, et je crois que ça renvoie à la question du fonctionnement et de la difficulté à ce que les acteurs allègent au maximum le processus administratif de l'achat de formation. On va le voir, le décret sur le financement de la formation professionnelle, que ce soit du côté des entreprises ou du côté des OPCA, a toujours quelques préoccupations de traçabilité de ces actions de formation. Et qui dit traçabilité dit formalisme, et qui dit formalisme dit suivi
suivi administratif. Donc on va essayer d'aller jusque-là dans nos réflexions à trois voix, si vous en êtes d'accord. Mais avant de rentrer donc sur la première focale, donc les nouveaux critères, peut-être Stéphane ou Monsieur Petit-Rollin, non, si tu écorches votre nom. Pardon, Perrin Pilot, excusez-moi, j'ai du mal à rentrer ce nom en mémoire, votre nom de moi. Et donc, peut-être quelques commentaires sur cette réforme et les caractéristiques de cette réforme. Oui, bonjour à tous. Merci de nous accueillir donc, à Poitiers à travers cet outil à distance. Ce que je voudrais continuer à dire par rapport à l'année 2015, à l'année 1, à l'an 1, pour reprendre un peu la terminologie du président Barry, elle est juste, on l'a dit, par rapport à la consécration des formations ouvertes et à distance au niveau législatif. Et puis, il y a dès cette année donc un certain nombre de changements qui rentrent en vigueur pour de vrai, si j'ose dire. Jean-Philippe l'a esquissé, il y a évidemment le compte personnel de formation, cette fois-ci au MIE, 25 millions de comptes qui sont ouverts, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire au sens premier du terme que de le constater. Alors évidemment, il faudra le temps de la mise en œuvre, de la capitalisation, c'est 20 heures par an, donc il faut qu'on laisse aussi le temps à ces heures de se cumuler. Je pense quand même aussi à l'architecture de financement, parce qu'elle est indispensable, elle est incontournable, et c'est celle aussi avec laquelle vous devez composer chaque jour, même si tout le monde l'a bien compris, il y a davantage de liberté, davantage d'oxygène, peu importe la manière dont on décrit les choses, pour permettre aux entreprises de faire les choix d'achat de formation qui sont les leurs, indépendamment de l'obligation de contribution. Donc c'est une inconnue en soi, puisque en quelque sorte ce sera le jeu de la vérité par rapport aux besoins et à la manière de les satisfaire du point de vue des différents employeurs qui pourront donc acheter de la formation, financer de la formation directement et pour satisfaire à leurs obligations, vous le savez, d'adaptation au poste de travail, de veille pour les salariés à occuper un emploi, voire à travers le plan de formation de développer les compétences. Cette nouvelle architecture, donc, elle entre en vigueur à partir là, de 2015 et la contribution notamment du 1%, qui symbolise un petit peu les choses pour les employeurs de plus de 10 salariés, va s'effectuer là, entre en vigueur au titre de la participation 2015. Elle sera, vous le savez, finançable jusqu'au 28 février 2016, donc pour verser sa contribution de 1% à l'OPCA dont on dépend. Alors il y a quelques ajustements, je ne vais pas rentrer dans le détail avec le 0,8 en cas de gestion interne, etc. Restons un peu là-dessus. N'oublions pas les entreprises de moins de 10 salariés qui gardent aussi une contribution de 0,55% de la masse salariale, donc c'est important. Hein. La France, c'est aussi beaucoup de PME et qui financent ou qui achètent de la formation ou qui se la font rembourser. Un autre sujet, puis j'en arrêterai là pour les éléments de contexte par rapport à l'année 1, entre guillemets, de cette réforme, c'est le fait que les OPCA vont pouvoir devenir OCTA. On ne l'a pas trop évoqué ces derniers temps, mais c'est aussi un sujet qui est indispensable à la compréhension de la réforme globale, c'est le sujet de l'apprentissage. Et donc les OPCA, c'est un des éléments d'importance, pourront, au même titre que la chambre interconsulaire qui sera désignée en région, pourra collecter la taxe d'apprentissage des entreprises qui pourront donc la verser librement, soit à l'interconsulaire de la région, soit à l'OPCA de branche qui aurait fait la demande d'être habilité en matière de collecte de la taxe d'apprentissage. Donc là aussi, il y a des évolutions quand même qui sont des évolutions de fond qui vont gouverner l'année 2015 et les années qui viennent. De votre côté, M. Perrin-Pilot, quelques commentaires sur la... Oui, avec déjà un commentaire, c'est sur le bénéfice pour les salariés du CPF, de l'arrivée du CPF, avec aussi cette possibilité que le législateur a tenu à inscrire dans la loi, c'est-à-dire à réutiliser les droits optifs qui ont été cumulés jusqu'à présent, et ça sur une période de 6 ans, donc c'est vraiment très important. Et puis aussi la simplification pour les entreprises, comme le disait Stéphane à l'instant, sur les contributions, sur la contribution unique, donc 0,55 pour les moins de 10 salariés et 1% pour les plus de 10, sans oublier également le pourcentage en tout cas qui est maintenu pour le CIF-CDD. Donc une véritable simplification et un grand bénéfice pour les salariés et les demandeurs d'emploi également pour l'avenir. Très bien.
Alors, on pourra revenir sur ces sujets. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont souhaité justement qu'on parle du 1% 6 CDD, qu'on n'oublie pas de citer le 1% 6 CDD. Effectivement, cet outil permet à pas mal de demandeurs d'emploi de bénéficier de formation. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de questions, naturellement, sur la nouvelle définition de la formation ouverte et à distance, donc les nouveaux critères légaux qui étaient attendus, qui, comme le disait Jacques, avait eu tendance à disparaître au fil des ans, hein, suite à une ordonnance dite de simplification qui avait souhaité donc renvoyer une disposition réglementaire, la question de la définition de la formation ouverte à distance. Là, c'est par la loi qu'effectivement la FOAD trouve ses lettres de noblesse. Donc on a une définition de la FOAD qui est positionnée à l'intérieur du texte, qui décrit les critères d'éligibilité des actions de formation à la formation continue. Donc qu'est-ce qui rentre dans le champ de la formation continue en termes de prestations de formation. Et donc sont rajoutés des éléments spécifiques pour les parties ou la totalité des formations qui se dérouleraient à distance. Donc on a des notions nouvelles qui apparaissent, nouvelles dans la loi. En fin de compte, c'est des reprises de notions qu'on connaissait déjà dans la pratique. Et j'attire votre attention sur le fait que le législateur en profite pour ajouter aux critères habituels de la prestation de formation, qui se caractérisait jusqu'à présent donc par un programme, des objectifs et à l'intérieur du programme donc des moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre et un processus de suivi. Donc quatre éléments étaient prévus: objectif, programme, moyens pédagogiques et d'encadrement et dispositif de suivi. Un cinquième, c'est la notion de prérequis qui apparaît, puisque dorénavant le programme doit préciser le niveau de connaissance préalable requis pour suivre la formation. Ce sont des notions qui se pratiquent bien sûr déjà depuis de nombreuses années. La nouveauté, c'est que c'est obligatoire. Il faudra, pour que le programme de formation, pour qu'un catalogue de formation soit valable au titre de la formation continue, que cette information soit portée à la connaissance du candidat à la formation. C'est donc dans la suite de cette première partie d'article que le législateur introduit les spécificités aux formations ouvertes et à distance, et la transition se fait grâce à l'expression « la formation peut être séquentielle ». Alors, l'expression peut-être est intéressante à repérer, séquentielle. On est allé retrouver l'amendement de Jean-Patrick Gilles, qui a souhaité que soit remplacé en cycle continu ou discontinu, le côté continu ou discontinu, par séquentiel, qui lui semblait plus précis et ouvrir plus d'hypothèses que la notion de cycle de continu et de formation continue ou en cycle discontinu. Ça a un peu troublé ce sujet de cet adjectif. Dans l'univers de la formation ouverte à distance, c'est assez facile de s'y retrouver, mais en tout cas, sachez que là aussi, des évolutions sémantiques apparaissent. Et puis enfin, donc, nous arrivons au paragraphe qui concerne particulièrement les modules en tout ou partie à distance, avec des mentions supplémentaires à mentionner donc dans le programme. Et donc ces éléments portent sur les natures des travaux demandés aux stagiaires et le temps estimé pour les réaliser, les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques, les moyens d'organisation, d'accompagnement, d'assistance pédagogique et technique mis à la disposition des stagiaires. Donc on voit trois registres de préoccupations. Sur la première, on a été interpellé sur la question du temps estimé. Cette notion avait déjà été repérée comme pertinente par le FOD, qui avait déjà exprimé l'importance de cette notion pour justement apporter
des réponses au développement de la FEAD dans le champ de la formation continue, naturellement, ce n'est pas. Après se pose la question de la méthode. Comment estime-t-on On a une question sur temps moyen, temps estimé, et toutes ces notions sont un peu voisines, mais effectivement, ça rejoint peut-être les questions des prérequis. Pour pouvoir faire un temps estimé le plus fiable, eh bien, il faut déjà se projeter dans le candidat à la formation que l'on veut accueillir en formation pour pouvoir être dans un temps qui ne soit pas un temps moyen en fonction d'un niveau élevé de candidat à la formation et un niveau bas de candidat à la formation. Si votre amplitude de stagiaires potentiels est large, vous aurez de plus en plus de mal à faire un temps estimé qui doit être un temps unique estimé. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs temps de formation estimés. Ça nous renvoie après à tout le processus d'inscription et tout le processus de suivi de la formation. Alors, ensuite, les autres notions, je pense qu'il pour aller plus loin, il faut rentrer dans le décret pour savoir ce qu'elle cache. Et donc, je serais tenté de passer au slide suivant, à moins que Stéphane ou David, vous ayez envie de compléter ces éléments. Je ne sais pas. Bon, peut-être prendre un temps très court pour insister sur effectivement un certain nombre de termes qui figurent. Donc là, on est bien au niveau législatif. Donc ça donne évidemment une lisibilité très importante pour les acteurs et aussi une sécurité pour ceux qui vont intervenir sur la base de ce texte qui est commun aux organismes de formation. Le terme essentiel, et il a été réaffirmé à l'occasion des débats parlementaires, c'est le terme programme. C'est bien le programme qui va préciser un certain nombre de choses en termes de dispositifs de suivi, d'information du stagiaire. C'est évidemment très important pour se repérer sur ce qui va être demandé aux stagiaires, en prenant en compte, et c'est l'un des intérêts évidemment des formations ouvertes à distance, mais pas seulement, c'est vrai aussi pour d'autres formations plus classiques, d'aller vers davantage d'individualisation des parcours et des sessions de formation. Et qui dit individualisation ne doit pas non plus tromper sur le fait qu'on a besoin d'un public homogène qui dispose de prérequis communs, ou en tout cas proches, pour pouvoir effectivement avoir un temps moyen. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette terminologie, c'est ça qui nous semble correspondre le mieux à la notion de temps estimé. On ne peut pas évidemment avoir un écart, une amplitude trop importante qui viendrait décrédibiliser le parcours de formation et le jalonnement, on y viendra dans la partie réglementaire, qui vient préciser les choses. Donc ces termes ont une importance, ils sont combinatoires, les objectifs de formation sont précisés par le programme, qui lui-même précise les moyens d'encadrement, de suivi de ces formations, et notamment les travaux qui seront demandés pour les séquences effectuées tout ou partie à distance. Donc, et puis le terme séquentiel sur lequel Jean-Philippe s'appelle à bien marquer les choses, c'est un terme important qui fixe aussi la cohérence des séquences entre elles. Si vous regardez la définition du terme séquentiel, vous verrez que tout cela s'articule au service d'un objectif commun ou d'un but fixé à une formation. David ? Non. Alors, le décret va nous aider à savoir un petit peu plus ce que le législateur entend par assistance, donc une assistance technique qui est une notion nouvelle à côté de la notion de formateur ou la notion de tuteur qui est maintenant bien rodée, bien connue. Donc là, on voit donc un personnage particulier apparaître quand il y a des modules ou des séquences ouvertes et à distance. Là, les obligations sont de plusieurs natures, les compétences et qualifications des personnes. Donc, on retrouve un peu les mêmes exigences que pour un formateur, où on avait la notion de titre ou qualité. Là, on est sur les compétences, qualifications, donc des mots un peu plus précis peut-être, ou en tout cas, on a une terminologie un peu nouvelle pour décrire cette fonction. Les aspects techniques, donc les aspects techniques qui sont enfermés principalement sur la question de période, les lieux, et surtout la question du contact, comment on organise le contact, puisque tout ça se fait à distance. Donc le décret se penche un petit peu sur les fondamentaux qui caractérisent cette formation à distance, et puis les délais donc de réactivité, si je puis dire, puisque la personne est à distance, comment fait-elle, combien de temps on met à répondre à cette demande pour que l'opération de formation se déroule correctement. Voilà. Donc, première série de dispositions. Donc, c'est le nouvel article, et puis un second article qui nous intéresse aussi. Donc, c'est la question
la prise en compte des éléments qui permettent de justifier de l'exécution de l'action de formation. Donc c'est la partie la plus visible, si je puis dire, du sujet, hein, puisque tout part de la question des attestations de présence qui posait problème. Mais une fois qu'on a débusqué le sujet, il fallait donc caractériser la prestation, ce qu'a fait le précédent article. Et là, nous revenons sur la question de comment je prouve, moi, en tant que prestataire, la réalisation d'une action de formation. Donc on abandonne l'attestation de présence qui suggère l'émargement, qui suggère le présentiel, pour tout justificatif permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés. Donc on a une formule qui peut couvrir multitude d'hypothèses de séquences à distance. Les informations et données relatives au suivi, à l'accompagnement et à l'assistance, puisque c'est un temps qui fait partie du parcours de formation, du processus du programme de formation. Et puis les évaluations spécifiques, puisque là aussi, on retrouve l'un des ingrédients de la définition de l'action de formation, hein, le quatrième élément qui est un processus d'évaluation de la formation. Là, donc, on parle d'évaluation spécifique du fait de la distance, qui doit donc faire l'objet également d'une attention particulière. Donc, à la fois une entorse, si je puis dire, par rapport à l'attestation de présence, hein, donc on n'est plus enfermé dans la notion d'attestation de présence, et pour le reste, des choses qui rejoignent la définition classique. Dans le programme, il fallait décrire un certain nombre de choses. Là, il faut décrire encore un peu plus de choses, tout ce qui relève de l'accompagnement. Et puis, quatrième élément de l'action de formation, les évaluations spécifiques, comme je l'ai dit à l'instant. Voilà. Donc, peut-être Stéphane sur ces aspects aussi. Oui, j'aurais pointé deux idées qui ont un peu gouverné l'écriture de ces textes, de ce décret. La première, c'est de prendre en compte l'arrivée, ou en tout cas la mobilisation de formateurs, mais pas seulement de formateurs, mais également de nouveaux professionnels qui interviennent autour ou directement dans l'exécution de la formation. Donc ce sont des techniciens, ce sont des animateurs, ce sont parfois des techniciens animateurs, et on voit bien là que depuis quelques mois, quelques années, il était nécessaire aussi de prendre en compte cette dimension. Alors il ne s'agit pas évidemment de dire qu'on n'a plus besoin de formateurs, bien au contraire, vous savez quel est notre attachement aux moyens d'encadrement et de formation, bien évidemment, pour ces actions, mais on sait qu'ils peuvent être asynchrones. Simplement, il y a cette idée qu'il y a d'autres professionnels qui concourent à la réalisation des actions de formation, et il était important de pouvoir les identifier et que les stagiaires, les bénéficiaires, puissent bien identifier quelles sont ces personnes et à quoi elles servent, si vous passez cette expression. Donc ça, c'est une première idée. La seconde, c'est de bien considérer que l'information qui est donnée aux bénéficiaires, c'est pas pour en rajouter, c'est pas pour rajouter des éléments supplémentaires à un dossier de formation, c'est parce que c'est une condition de réussite des actions de formation d'apprentissage. Vous êtes prestataire, donc si vous ne partagez pas cette idée, vous nous le direz, mais on a rencontré, bien sûr, beaucoup d'acteurs de formation qui interviennent en tant qu'offreurs de formation sur ces sujets, mais on a vu également beaucoup d'entreprises qui font appel à ces prestations. Et toutes nous ont dit, et quelle que soit leur taille, et parfois des grands groupes, que s'il n'y avait pas ce travail en amont de pédagogie pour bien expliquer aux uns et aux autres, mais notamment pour des formations qui sont à destination de personnes qui sont peu ou pas qualifiées. Or, vous l'avez, je crois que c'est le président Barry qui l'a rappelé tout à l'heure, ou la personne qui a introduit cette conférence, qui était affirmer le fait que cette réforme était d'abord à destination de ceux qui en avaient le plus besoin. Derrière ces mots-là, ce sont aussi des personnes, des ouvriers, des employés, pour lesquels on mobilise de nouveaux outils, de nouvelles solutions de formation. Et pour pouvoir les conduire et les mener à bien, faut-il encore qu'il n'y ait pas cette réticence à manipuler l'outil et à être bien informé justement du processus de formation. Et donc, ces précisions qui sont apportées, qui sont demandées par la voie réglementaire, ont bien cet objectif de rassurer, de permettre aussi à des bénéficiaires de s'engager pleinement dans le processus de formation pour que ce soit une réussite ainsi. Évidemment, il faut faire varier ces paramètres en fonction de la durée des actions, de leur importance. Vous savez bien que dans le monde de la formation, on parle de parfois quelques heures de e-learning jusqu'à des formations diplômantes qui vont mobiliser un cycle sur 1200 heures. Donc il faut aussi que tout le monde comprenne bien que ces paramètres doivent être lus par rapport à la réalité, par rapport aux exigences de contractualisation aussi. Et c'est là où les choses vont venir non pas se compliquer, mais s'enrichir, c'est de savoir si on est dans le cadre d'un cofinancement public, est-ce qu'il y a un OPCA qui intervient ou pas, est-ce que c'est une entreprise qui achète
individuellement? Est-ce que ce sont des particuliers qui achètent ou avec des cofinancements FSE qui viennent parfois ajouter effectivement dans les modes de contractualisation et de prod des éléments supplémentaires? Donc c'est toute cette ingénierie qu'il faut savoir déployer. C'est parfois lourd, hein, on en a bien conscience, mais ce sont des éléments qui sont liés à la contractualisation des actions de formation. Là, les principes législatifs, on les a vus, les dispositions de précision apportées par la loi réglementaire sont avant tout là pour sécuriser les achats de formation et pouvoir faire appel à ces formations ouvertes à distance, au même titre qu'une formation plus classique. Très bien. Si je peux juste rebondir sur ce que Stéphane disait. Tout à l'heure, on a entendu parler de freins réglementaires et je pense que justement ce décret justement est là pour, au contraire, pas freiner le travail des organismes et des prestataires, mais plutôt pour sécuriser leur travail, puisqu'on est quand même dans un degré de précision très fin, et en même temps pour les bénéficiaires, ils savent à quoi s'attendre et ils peuvent s'attendre en tout cas à une formation de qualité. Effectivement, cette lecture est intéressante aussi. Alors, je continue parce qu'il reste donc un dernier versant à examiner, donc, parce que la réforme a singulièrement revisité les règles du jeu et aujourd'hui, il faut bien mesurer que selon que vous allez travailler avec une entreprise ou avec un OPCA, en fin de compte, vous serez dans un environnement juridique différent. C'est pas évident à percevoir, mais la disparition du 0,9 minimum de dépenses par les entreprises, cette partie de la contribution, souvent appelée d'ailleurs plan de formation, eh bien, cette disparition va singulièrement changer la donne d'un point de vue des principes de financement. En effet, vous avez toujours une contribution légale, le fameux 1% collecté par l'OPCA. À l'intérieur de cette contribution, pour les entreprises de moins de 300 salariés, il y a effectivement une contribution plan de formation, mais la grande différence qu'il y a entre cette partie-là de la contribution et l'ancien 0,9, c'est que l'entreprise n'a pas la main dessus. C'est un 1% que l'entreprise connaît et ce 1% intégralement est versé à un OPCA. C'est ça le grand chambardement de la réforme. Donc l'entreprise ne peut plus dire au fait, à l'intérieur de mon versement, j'ai quelque chose qui, entre guillemets, m'appartient ou j'aimerais un petit retour particulier sur cette partie-là de la contribution. Non, ce discours-là n'est plus possible puisque cette partie-là n'est plus variable, cette partie-là ne peut plus se négocier avec l'OPCA. Et en effet, puisque la contribution destinée au financement du plan de formation, eh bien dorénavant s'appelle le financement direct de l'entreprise. Et ce financement direct de l'entreprise, qui est assez troublant pour les acteurs, encore en ce début d'année, c'est que, après tout, c'est le fruit de la liberté, c'est le fruit de la disparition de ce cadre légal, mais la loi a éprouvé quand même le besoin, le législateur a quand même éprouvé le besoin d'écrire ce principe de financement, même s'il n'impose pas un montant minimum de dépenses. Et cette écriture, naturellement, laisse entier le débat des partenaires sociaux, hein, qui ont du mal d'ailleurs à se mettre d'accord, puisqu'une partie des organisations syndicales n'ont pas signé l'accord, que la CGPME exprime toujours de grands doutes sur la réussite de cette partie-là de la réforme, parce que les entreprises ne seraient pas mûres sur l'abandon d'une contribution minimale obligatoire. Et donc, effectivement, il y a un pari énorme sur cette partie-là de la contribution, puisque, en fin de compte, c'est le revers c'est l'autre partie de la liberté, hein, c'est la responsabilité. Les entreprises sont responsables de leurs dépenses, les branches professionnelles ont qu'à décider de ce qu'elles souhaitent en matière de financement obligatoire du plan de formation. En tout cas, le législateur et l'accord national interprofessionnel ne sont plus le lieu de l'écriture de cet effort minimal. Alors,
j'ai gardé une diapositive qui me semblait d'une vertu pédagogique extraordinaire, mais à distance, elle me paraît bien compliquée à commenter, à illustrer, surtout pour des personnes qui débarqueraient sur ces sujets de financement de la formation professionnelle. Donc à gauche, le scénario encore valable aujourd'hui, en ce début d'année, puisque nous sommes sur la contribution de 2014, hein, qui est versée aux OPCA jusqu'au 28 février de cette année. Et à partir de cette année, à partir de 2015, donc démarre une contribution de 1% qui va complètement changer de mode d'utilisation. Et vous voyez dans ce slide, même si c'est pas la loi qui l'écrit comme ça, mais en tout cas c'est la lecture que Centrinfo en fait, nous considérons que le 1% correspond un peu plus à la partie versement obligatoire qui incombait aux entreprises dans l'ancien régime. Et effectivement, le 0,9 a été supprimé, mais en fin de compte, il a été faussement supprimé. Il est supprimé de la contribution. C'est pour ça qu'on dit que c'est supprimé. Mais en fin de compte, il est aussi remplacé par quelque chose qui n'est plus une contribution. Alors c'est pour ça que le verbe remplacer est un petit peu délicat. C'était pas, voilà, c'est une rupture. Hein, c'est une rupture. On a changé de régime pour la partie plan de formation. Ça s'appelle dépenses directes. Donc c'est une rupture et c'est la continuité. En tout cas, on espère que les entreprises maintiendront leur effort minimum de dépenses à travers le mécanisme de dépenses directes de l'entreprise. Voilà. Donc, nous sommes dans ce passage et effectivement, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que le législateur, en ayant défini une contribution unique, il n'y a pas besoin de décret sur les dépenses directes, puisque nous ne sommes plus devant un dispositif encadré. Donc il n'y a pas de décret, mais c'est un sujet aussi important que le 1%. Et effectivement, la dernière partie à présenter, c'est ce que devient ce 1% entre les mains des OPCA. Mais avant de quitter le sujet, peut-être quelques commentaires sur cette dépense directe, parce que c'est quand même, le 0,9, c'était la plus grosse partie du marché de la formation continue. Donc je pense qu'il faut quand même faire quelques focus sur cette dépense directe. Alors peut-être d'abord cette fois c'est David, puisque nous sommes sur les financements, donc la mission financement c'est vous, et puis après on parlera du contrôle et ça fera une transition d'ailleurs avec les décrets. Sur la dépense directe, clairement c'est une responsabilisation des entreprises vis-à-vis de leurs salariés. Donc oui, aujourd'hui on a abandonné ce financement de 0,9%, enfin, en tout cas pour l'avenir. C'est tout simplement pour leur laisser un peu plus de liberté, ce que réclamaient les entreprises en général. Donc oui, on a une responsabilisation et on compte bien en tout cas sur les entreprises pour s'investir dedans. Et on compte également sur les salariés, puisque cette responsabilisation des entreprises, elle va aussi faire avec une responsabilisation des salariés qui vont être un peu plus sensibles à leur formation professionnelle. On n'est pas là, on n'est pas en face de salariés qui sont tout simplement dans l'attente de formation de la part de l'entreprise. C'est aussi une participation du salarié dans son parcours professionnel et dans sa formation professionnelle. Donc on est plutôt optimiste sur ce point-là. Effectivement. Je me permets d'insister sur ce que vient de dire David, ça me paraît essentiel. Donc on l'a bien compris, il y a une logique de responsabilisation qui est accrue, mais il y a aussi une logique de co-investissement qui n'est pas nouvelle. La notion de co-investissement formation, Jean-Philippe nous corrigera si j'ai une bêtise, mais remonte à l'accord national interprofessionnel de 1991, en tout cas la loi de 91 qui déjà l'avait consacré. Ensuite on a eu l'expérience du droit individuel à la formation, mais qui était conditionné à l'accord de l'employeur, et donc on voit bien qu'on renforce ces dimensions individuelles et personnelles avec le compte personnel de formation. Or là, on a abandonné, par rapport à cette notion de dépense directe de l'entreprise, la logique fiscale qui, vous le savez, se traduisait par une exposition des dépenses consenties en matière de formation pour se libérer de son obligation de financement au titre notamment du plan de formation, du solde, comme l'a rappelé Jean-Philippe Septel. Donc là, on passe de cette obligation fiscale à une obligation qui est davantage à connotation sociale. C'est-à-dire que les contre-pouvoirs ou les contre-feux, si vous préférez, dans la manière de mettre en œuvre cette dépense directe, ce sont les institutions représentatives du personnel qui doivent l'exercer. Vous savez qu'il y a une négociation qui n'a pour l'instant pas encore abouti sur la réforme des seuils sociaux, et tout cela montre l'importance qu'on accorde au dialogue social au sein de l'entreprise.
et aussi à la notion d'investissement de formation. Si les entreprises achètent de la formation, c'est parce qu'elles y croient, c'est parce qu'elles ont des besoins, et parfois ce sont des vraies stratégies d'entreprise qui sont mises en place, et on va utiliser la formation comme véritablement un moyen d'investissement. Mais c'est aussi un outil qui doit satisfaire à des obligations. On ne l'a pas encore mentionné, bien sûr, il y a le compte personnel de formation, il y a le conseil en évolution professionnelle, mais il y a aussi, et c'est très important pour l'avenir, l'entretien professionnel. Tous les 2 ans, les employeurs doivent satisfaire à cet entretien, et vous le savez, tous les 6 ans, il y aura un état des lieux qui doit permettre de vérifier d'abord la fréquence de ces entretiens, leur régularité, et la conformité de ces entretiens en termes d'acquis, que ce soit en termes d'acquis d'action de formation ou en termes d'acquis, en termes de certification professionnelle ou de validation des acquis professionnels, voire, puisque c'est un des 3 critères, d'évolution salariale. Et donc, il faut bien comprendre cette nouvelle articulation. On laisse de côté le caractère fiscal pour aller vers davantage sur le dialogue social, mais bien compris par les uns et par les autres. Et s'il n'est pas bien compris par les uns et par les autres, c'est le juge qui, in fine, pourrait être concerné par l'arbitrage si des salariés considèrent qu'ils n'ont pas pu bénéficier dans la période des 6 ans d'actions de formation leur permettant de maintenir leur emploi ou d'être adaptés à leur poste de travail. Alors ça, ce sont des obligations qui incombent à l'employeur. Vous voyez qu'on a vraiment quelque chose qui peut être gagnant-gagnant du point de vue de l'entreprise, de l'employeur, pour sa compétitivité, pour la réalité de son adaptation par rapport à un monde qui est un monde concurrentiel où la compétence est indispensable, et puis pour les salariés qui bénéficient de cette reconnaissance par la compétence ou par la qualification professionnelle. Et donc on laissera effectivement libre ces investissements, ces actions de formation, mais avec quand même peut-être un point de vigilance, on parle bien d'actions de formation. Donc il faut aussi que les uns et les autres s'entendent bien sur le fait qu'on n'est pas là pour financer autre chose. Sinon, on prend le risque, effectivement, de ne pas satisfaire à ces obligations d'adaptation poste ou de veille sur l'emploi. Et à ce moment-là, c'est le juge qui pourra éventuellement être saisi et sanctionné si certains n'ont pas suivi le bon mode d'emploi et notamment révélé qu'à l'occasion des entretiens professionnels, les ingrédients prévus par le législateur ne sont pas respectés. Donc, on a un véritable enjeu de responsabilisation par rapport à ces questions. Juste pour ajouter un dernier point, c'est que la formation professionnelle, au-delà même de la formation du salarié et de la responsabilisation devant le juge, c'est quand même la survie de l'entreprise. Donc, une entreprise qui ne formerait pas ses salariés, pour moi en tout cas, aurait vocation à disparaître. C'est aussi le diagnostic de départ, rappelons-le quand même, c'était l'idée aussi que par rapport à ce fameux 0,9 plan de formation, on était en moyenne bien au-delà en termes de dépenses. Alors, pour être tout à fait transparent et nuancer mon propre propos, c'est de rappeler aussi que bien souvent ça se traduit par des actions qui sont des actions de courte durée ou qui sont liées par exemple au respect de normes en matière d'hygiène, de sécurité, et qu'on n'est pas toujours non plus sur des actions de développement des compétences. Donc, il faut un peu nuancer les choses, mais globalement en termes de dépenses, puisque c'est ce qui était vérifié à travers la 2483, cet effort de dépenses, il est depuis plusieurs années atteint et assez largement atteint. Donc je crois que l'idée du législateur, des partenaires sociaux, c'est de changer un petit peu de régime et aller vers autre chose, sans doute plus qualitatif par rapport à ce qu'on veut faire en matière de formation professionnelle. Voilà, donc le temps passe, on va maintenant faire la focale sur la question des OPCA, le deuxième décret important concernant la formation VRT à distance, car bien souvent les OPCA avaient du mal à financer les opérations de formation, et donc des mentions que l'on a vues déjà dans la définition de l'action de formation étaient ajoutées aux dispositions relatives aux prises en charge par les OPCA. Donc on a 2 principes qui ont été revisités dans le décret d'octobre 2014, l'un des premiers décrets d'application de la loi. Donc sont rajoutés aux éléments permettant à l'OPCA de payer une opération de formation. Donc il y avait 2 principes, il y avait le principe d'un paiement après exécution de la prestation, puis un second principe, c'était que le prestataire doit transmettre les pièces justificatives, dont les attestations de présence. Donc c'était un don qui était mal compris, ou en tout cas qui était compris comme une sorte de pièce obligatoire minimale et ne laissant aucune alternative possible. Et donc
actuellement, il a été rajouté donc dans ce décret un ou qui permet donc de renvoyer aux éléments décrits dans l'article qui définit les prestations de formation ouverte à distance qui contribuent donc à établir la civilité du stagiaire. Et puis nous avons ensuite, alors peut-être un petit zoom sur ce principe, parce qu'il a une exception. On peut faire un étalement des paiements, hein, mais cette règle quand même de la transmission des pièces justificatives reste de toute façon obligatoire, ce qui, on va le voir, ça sera la conclusion, en tout cas pour ma part, c'est un sujet visiblement qui fait encore problème. Ce circuit-là reste un circuit sur lequel on n'a pas, certains prestataires nous interpellent sur la complexité de transmettre toutes ces pièces qui caractérisent la formation ouverte à distance. Le présentiel aurait toujours un avantage avec ces attestations de présentiel. Fermons la parenthèse, on en parlera tout à l'heure, ce sera peut-être l'objet de débat. En tout cas, nous avons une deuxième disposition qui est aussi assez tatillonne, puisque c'est tout un texte qui porte sur le contrôle, hein, et donc on a toujours la même structure de l'article du Code du travail, donc qui met en avant que l'OPCA peut faire la demande pour récupérer les copies des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence, donc voilà, et ou les éléments mentionnés concernant les formations à distance. Donc on voit là que l'OPCA peut être très tatillon, peut continuer à être tatillon, c'est l'esprit du précédent article, hein, voilà. Mais cet article avait été écrit puisque le Code disait que les services de contrôle donc, pouvaient exiger des OPCA, les fameuses feuilles d'émargement ou les éléments qui font partie donc, qui permettent de justifier des facilités du stagiaire au service de contrôle. Donc cet article est souvent interprété par les OPCA comme vous devez tout nous transmettre. On doit récupérer non seulement les attestations de présence, mais aussi les feuilles d'émargement et toutes les pièces. Et c'est cet article-là, sur la récupération de la totalité des pièces, qui semble être souvent appliqué à la lettre, alors qu'il n'y a pas forcément de contrôle, et donc a priori et avant contrôle, et là-dessus il y a peut-être des initiatives à prendre. C'est un petit peu ce que je propose dans ma conclusion, mais je redonnerai la parole à Stéphane et à David sur ce sujet. Parce que je pense qu'effectivement on a encore à bien s'approprier ces principes qui sont nouveaux. J'ai expliqué les changements de paradigme, donc tout ça, ça suppose de jongler plusieurs fois avec ces nouvelles notions pour bien comprendre leurs changements et leur portée. Mais alors du côté des OPCA, effectivement nous sommes interpellés puisque la structuration des obligations, la différence, on va peut-être être encore un peu plus précis ce matin, la différence entre attestation de présence et feuille d'émargement, entre attestation prouvant le suivi de la formation ouverte à distance et récupérer toutes les pièces qui ont permis à l'organisme de produire son attestation de présence, peut-être un écueil, enfin, quelque chose une solution à trouver. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une circulaire sur ces sujets? Il y a des guides qui sont sortis sur les OPCA et sur les OPACIF. Est-ce qu'il y aura une nouvelle circulaire qui remplacera celle sur la FEAD? Est-ce qu'il pourrait y avoir des harmonisations de pratiques des OPCA par l'intermédiaire du FPSVP? Et le FOD a un projet de mémento des mécoms qui pourraient aussi servir de convoi de transmission, mais voilà, donc c'est peut-être la conjonction des trois qui aiderait à faciliter les choses. Voilà. Donc peut-être des compléments, David d'abord, peut-être sur les financements, le rôle des OPCA, c'est peut-être vous qui connaissez un peu de l'intérieur l'écriture de ce décret, je ne sais pas. Oui, sur le financement, donc il y a encore une responsabilisation cette fois des OPCA. Et peut-être une simplification aussi du travail des progressifs pour l'avenir. En tout cas, tout ce qui sera financement, récupération de la collecte, appel de collecte, ce seront bien entendu les OPCA qui s'en chargeront, de même que la répartition au sein de différentes sections de cette collecte.
Sur les fonds gestifs, un travail un peu plus simplifié puisque la collecte va être perdue. En tout cas, ça n'empêche qu'ils recevront également une partie de cette collecte pour assurer leurs missions traditionnelles et les nouvelles missions, notamment avec le CEP qui a échoir dans leurs compétences. Alors, il y a plusieurs manières un peu d'aborder ce sujet de fond, puisqu'on sait bien que finalement, parmi les freins qu'on a évoqués dès l'introduction, ces freins réglementaires ou parfois en réalité des freins de pratique dans les relations entre les uns et les autres. Donc il y en a une qui se simplifie, on l'a dit, c'est la relation directe entre les entreprises et les prestataires de formation. Il y a une qui se simplifie du point de vue de la contribution qui est versée à l'OPCA et de son usage. Donc entre guillemets, la cuisine se fera bien au niveau de l'OPCA entre les différents fléchages, compte personnel de formation, pour salariés demandeurs d'emploi, encore une partie de plan de formation jusqu'à 0 par rapport aux employeurs de plus de 300, et puis le financement, on ne l'a pas encore mis, qui est réaffirmé au niveau du congé individuel de formation et de la professionnalisation. Donc cette cuisine-là, elle se fait du côté de l'OPCA. Tout le monde c'est bien que solliciter un financement ou un cofinancement, ça suppose de pouvoir produire des justificatifs, ça tombe sous le sens. Pardon de prendre un exemple un peu parallèle, mais chacun dans son expérience personnelle peut vérifier ce que sont les contraintes lorsqu'on sollicite une assurance, par exemple, ou une mutuelle. Et franchement, si on compare ce que sont aujourd'hui les exigences en matière d'assurance et de mutuelle pour rembourser telle ou telle situation par rapport à ce que font les OPCA en guise de tiers payant, il y a encore de la marge en termes de complexité. Donc c'est pas le but du jeu que de rattraper pour aller vers davantage de complexité, mais bien aller vers la simplification. Mais la simplification, ça suppose une relation de confiance. Cette relation de confiance, elle obéit à des relations qui sont avant tout des relations conventionnelles et contractuelles. Lorsque l'OPCA intervient, il le fait parce que le législateur lui a confié une mission, il l'agrée pour cela, pour flécher des fonds prioritaires. Prioritaire vers la qualification professionnelle, prioritaire par rapport à certains publics ou à certaines tailles d'entreprise. Donc il faut quand même bien réaffirmer les choses. Si on a besoin d'OPCA dans ce pays, c'est pour faire en sorte aussi que on sécurise, on sacralise, on organise un certain nombre de financements de manière prioritaire. Sinon, on n'aura pas besoin d'OPCA et on laisserait faire la relation directe entre entreprises et prestataires de formation. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de faire en sorte que certains financements aillent de manière plus forte vers ceux qui en ont plus besoin, on aura un certain nombre de dispositifs utiles à la professionnalisation pour l'insertion des jeunes ou pour la reconversion professionnelle ou la sécurisation des parcours professionnels. Donc c'est quand même bien ça qui est en jeu, et le fait de solliciter ces cofinancements et qu'en contrepartie on demande des justificatifs n'a rien d'extraordinaire. En revanche, la relation de fréquence entre les uns et les autres est importante. À la base, on a d'abord une relation qui normalement est une relation entre l'adhérent et son OPCA. Or, vous savez, on l'a autorisé parce qu'on pense que c'est un gage de simplification, on a prévu la subrogation de paiement en quelque sorte, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir un remboursement direct à un prestataire de formation. Excusez-moi, on est dans un monde économique, il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité où on a cette facilité pour les prestataires de services. Donc, il faut aussi mesurer les choses. Donc c'est un outil de simplification parce que ça permet effectivement de ne pas alourdir l'accès à la formation pour un certain nombre d'entreprises et notamment pour les TPME. L'inconvénient peut-être, il faut aussi compter les choses, c'est aussi une forme de déresponsabilisation de certaines de ces entreprises, et ça aussi il faut pouvoir peut-être le corriger, faire en sorte que quand on prétend être dans un investissement en formation, ça a un coût, c'est une réalité aussi qu'il faut savoir prendre en compte. Il y a toujours eu un peu malentendu sur les justificatifs demandés. Si vous êtes attentif à la rédaction du texte, il est dit simplement qu'un OPCA paye après exécution de la prestation. Pardon, mais quand on fait les uns et les autres des achats ou qu'on sollicite des services, on préfère payer effectivement après avoir reçu la livraison de son bien ou du service. En tout cas, même si on échelonne ou qu'on fait des versements dès l'amont, on aime bien avoir le service et le produit final qui est rendu. Donc, premier principe qui est évidemment réaffirmé, les OPCA pèsent sur justificatif probant, dont les attestations de présence qui collent assez bien à la logique présentielle et qui sont effectivement fondées sur l'émargement des stagiaires. Ce que l'OPCA peut demander dans ce cadre-là, puis je vais venir sur la FOAD, c'est bien des copies. Donc il ne s'agit pas
de demander systématiquement ces éléments, qui sont des éléments de preuve parmi d'autres. Les autres éléments, vous savez, quand on fait un contrôle, on s'intéresse aux dépenses engagées en comptabilité, au planning, aux formateurs, au mode d'organisation, d'évaluation. C'est tout ça le faisceau d'indices qui va caractériser la réalisation d'une action. C'est pas simplement l'émargement de la personne, dont on sait que par ailleurs il peut être faux, tout simplement, et on a quelques escrocs qui n'ont pas peur de faire du faux et usage, qui prennent le risque aussi d'avoir des réponses financières et pénales beaucoup plus fortes, évidemment, que l'erreur ou l'absence du stagiaire, qui évidemment fait partie du lot quotidien de la vie de la formation. Oui, des émargements qui sont en permanence présents, signés, ça veille plus les soupçons que lorsqu'on voit des trous dans la raquette, des absences, des choses qui ont été oubliées, parce que ça correspond donc davantage à la réalité. Donc, du point de vue de la relation sur le présentiel, il faut des justificatifs, et notamment ces attestations de présence. Et en fonction de la relation de confiance, de la fréquence de la relation entre le prestataire, l'entreprise et l'OPCA, eh ben, on va s'intéresser à ce qui est fait concrètement. Et donc, on va, par sondage, par suivi, par contrôle, s'assurer que les prestations ont bien été exécutées. En matière de FOAD, évidemment, la notion d'émargement du stagiaire, elle perd un peu de sa superbe et elle est beaucoup moins en phase avec la réalité des justificatifs. Donc c'est la grande évolution dans le texte, c'est de raisonner sur des éléments autres que l'émargement du stagiaire pour pouvoir attester de l'assiduité de la personne. L'assiduité, c'est quoi? C'est la présence régulière, ce sont des jalons à la formation qui la parcourent, qui la structurent et qui permettent de s'assurer avec ce faisceau d'indices que sont les comptes rendus, les devoirs, les passages d'évaluation intermédiaires, voire les temps de connexion, mais ce n'est qu'un élément supplémentaire, qui vont permettre à un financeur de sécuriser ses interventions, de se dire là oui, j'ai suffisamment d'éléments qui me permettent de mobiliser mes financements et les financements des entreprises que je gère en termes de mutualisation. Et ça peut se faire, on l'a rappelé tout à l'heure, de manière échelonnée. Il y a toujours la possibilité d'échelonner ces paiements, et donc ça correspond, me semble-t-il, assez bien avec ces idées de jalons pour les formations ouvertes à distance. Donc, il y a des éléments là de simplification, mais si on veut véritablement les uns et les autres que cette simplification se mette en branle, il faut aussi que la confiance soit au rendez-vous. Et cette confiance, c'est pas l'État ou le législateur qui l'a fait vivre. Ce sont bien les OPCA qui sont des opérateurs des partenaires sociaux et des tiers qui sont soit leurs adhérents, soit vous, prestataires de services. Et ça suppose d'être un peu plus attentif à la qualité de ce qui est fait. Et donc, je pense que si on veut dire les choses globalement, il faut bien comprendre que le législateur a fixé cette mission de qualité aux OPCA comme aux OPACIF, et qu'il faut qu'il s'intéresse beaucoup plus que par le passé à l'ingénierie de formation, à ce qui est véritablement mobilisé, notamment en termes d'innovation, et ça peut justifier une intervention prioritaire. Puisqu'on l'a dit, il gère des fonds mutualisés, c'est pour faire quoi? C'est pour aller vers des actions prioritaires et utiles. Si les formations ouvertes à distance sont plus performantes, ou en tout cas permettent à des personnes qui étaient rétifs à l'idée d'aller en formation en présentiel parce que représentation d'échecs scolaires ou du don de l'école, etc., eh bien allons-y. Mais c'est à l'OPCA de le décider. C'est lui qui a un conseil d'administration paritaire, c'est pas l'État qui lui dit de faire comme ci ou comme ça. Donc je crois qu'il faut que chacun assume ses responsabilités et qu'on ne fasse pas porter le chapeau, si vous me passez l'expression un peu triviale, au contrôle. Le contrôle, lui, il n'a qu'une seule idée et un seul objectif, c'est de s'assurer que les fonds sont correctement utilisés et pas détournés. Il n'est pas là pour dire cette relation de confiance, elle doit se traduire ou s'exercer comme ci ou comme ça, ou sur telle ou telle prestation, ou sur tel ou tel prestataire. Donc chacun est dans son rôle, les OPCA ont une mission qui leur est légalement confiée, ils ont un conseil d'administration paritaire pour assumer des priorités, et qui sont notamment celles du 1% formation. Après, sur les modes de relation de preuve dans les justificatifs et la fréquence de demande de ces justificatifs, tout dépend de la relation qu'ils ont avec les prestataires, s'ils les connaissent, s'ils ne les connaissent pas, si ce sont de nouveaux prestataires, et on peut imaginer que tout ça peut évoluer en fonction justement de la capacité de ces prestataires de formation à démontrer à des tiers financeurs qu'ils sont capables de mettre en place un suivi, des modalités d'évaluation qui sont utiles à l'élaboration du processus de formation et à la preuve de ce processus. Et si on est capable de faire ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher de la paperasse pour essayer en quelque sorte de se couvrir et de se dire bon, j'ai pas vraiment regardé ce qui m'était proposé, mais j'ai demandé tellement de justificatifs que je pourrais en cas de contrôle montrer que j'ai pas de blanche et que j'ai fait mon boulot. C'est pas ça le boulot qui est demandé. Le boulot, c'est de la qualité, et la qualité, c'est s'intéresser à ce qui est mobilisé en termes d'ingénierie de compétences pour satisfaire l'objectif de formation. Et alors là, pardon, j'ai été un peu long, mais juste 2 secondes. C'est bien ce travail-là qui est devant nous.
Et ça ne se décrète pas. Je pense que le FPSPP a un rôle à jouer dans l'animation des réseaux OPCA et OPACIF de ce point de vue-là. Les OPCA doivent aussi faire leur mue par rapport à cette nouvelle mission de la qualité, qui n'est pas l'ennemi de la simplification. En tout cas, nous, on portera ces discours, et s'il y a besoin de clarifier certains points de droit, on le fera bien volontiers avec eux. Mais il faut que chacun puisse reprendre un petit peu sa place. On a quand même historiquement des choses à voir qui ont bien évolué. Vous savez, quand on parle des OPCA, c'était 400 organismes collecteurs. Il y a, à l'époque de la loi quinquennale, tu te souviens, on parlait de 400 organismes. On est passé à une centaine avec la loi de 2009. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine, plus les fonds gestifs. Donc vous voyez que les choses aussi se simplifient de ce point de vue-là. Et même si, encore une fois, vous, prestataires, vous pouvez être amenés à travailler avec différents OPCA, donc parfois différentes règles du jeu, ça fait partie aussi de votre job que d'avoir une capacité d'ingénierie qui soit en mesure de répondre à ces exigences-là. C'est vrai aussi en matière de FSE. Je ne veux pas nier la difficulté, ou en tout cas les exigences qui sont liées au cofinancement européen. Vous les connaissez pour un certain nombre d'entre vous. Elles ont le mérite d'être au moins lisibles, puisque là, on s'engage sur du moyen terme, long terme, avec la nouvelle programmation 2014-2020. Il y a finalement peu de sujets actuellement en France sur lesquels on peut se dire, là, j'ai une lisibilité sur 7-8 ans en matière de capacité à offrir des services en matière de formation. Donc, il faut qu'on mesure vraiment ces éléments globalement, et il y a sans doute du travail à faire sur les process pour qu'il y ait davantage de simplification entre les OPCA, les entreprises et les EF. Nous, le contrôle, on fera notre boulot a posteriori pour s'assurer effectivement que les formations ont lieu, parce que malheureusement, parfois, et c'est la réalité qui nous démontre, on a encore une fois des prestations qui ne sont pas exécutées et qui sont facturées néanmoins à des tiers. Ça s'appelle des fausses factures et ça doit être sanctionné. Parfait. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a largement mordu sur le temps qui nous était imparti. Largement. Jacques, je te laisse de satisfaire le public maintenant. Alors, on va faire passer un micro dans la salle. Donc, ceux qui ont des questions à se poser, je vous demande de vous faire connaître, de vous lever peut-être pour qu'on puisse vous filmer. Et puis, alors je ne sais pas si le micro est allumé. Bonjour, Sylvie Perfetti, directrice du développement de la formation continue au CNED. Donc on est effectivement assez satisfait que le cadre réglementaire s'assouplisse pour que la formation ouverte à distance redevienne une modalité de formation comme toutes les autres. En fait, elle se normalise. On comprend bien qu'il y a le contrôle d'un côté, qu'il y aura la relation de confiance avec les financeurs des OPCA sur les traces et que probablement l'organisme de formation devra être très transparent sur la façon dont il transmettra ses traces pour que cette relation de confiance s'instaure. Il reste que moi j'avais 3 petites questions que je vais aller assez vite à poser. C'est beaucoup plus cher, 3. Mais bon, vous êtes là pour y répondre. Première, est-ce que on parle de 3 types de justificatifs à prendre en compte, les évaluations, les travaux et les modalités d'assistance. Est-ce qu'on est sur du ou du et? Est-ce que c'est cumulatif ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? Voilà, je pense savoir la réponse, mais je préférais la poser. Deuxième question, on a parlé du vous avez parlé, monsieur Rémy, du FSE. Quid des cofinancements FSE, puisque dans le FSE, sauf si ça a évolué depuis qu'on s'était parlé, mais en tout cas, on a quand même besoin des attestations de présence sur le FSE, donc est-ce que ça a évolué ou pas? Troisième question, la circulaire sur les contrats de pro, qui réduit le recours à la formation ouverte à distance à des cas justifiés, je ne sais plus exactement le terme, mais est-ce que du coup le décret fait sauter cet usage restrictif de la formation ouverte à distance dans le cadre du contrat de professionnalisation? Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez bien entendu les questions, puisqu'on veut vérifier que dans l'autre sens le son passait bien? Jacques, malheureusement, le micro HF de la salle est pas très audible pour nous. On a à peine compris chacune des questions de Sylvie, que je salue personnellement. Voilà, donc il faudrait peut-être les reformuler, Jacques. Alors, je vais essayer. On reprend la première. Donc, c'était... On a entendu le membre d'interrogation sur le décret et sur les conditions. Est-ce que c'est du ou du et? Voilà, ça c'était la première question. On va répondre à cette question-là.
Pour le reste, FSE, on n'a pas tout entendu. Alors la question sur le FSE, c'est est-ce que ces documents, est-ce que dans la mesure où le FSE continue à demander des feuilles de présence, est-ce qu'il y a compatibilité ou pas entre la nouvelle loi et ce qu'exige le FSE? Par rapport au FSE, je ne vais pas répondre à la place des organismes par rapport à la sous-direction en charge du Fonds social européen. Je crois que c'est une question qu'il faut clairement poser. Si on est sur du présentiel, on l'a dit, c'est clairement les émargements qui sont toujours d'actualité. Vous savez que le FSE est friand de ces émargements, y compris jusqu'à la demi-journée et le contre-sein du formateur. Donc ça ne va pas changer du point de vue du présentiel. Par rapport aux séquences ouvertes à distance ou dans les actions de blend mixtes, je crois qu'il faut clairement poser la question, est-ce que le FSE considère que ces règles nationales nouvelles sont des règles pertinentes, comme on le disait il y a quelques années, et qu'elles ont donc vocation à s'appliquer, ou est-ce que, parce qu'on est sur du cofinancement FSE, on reste sur des exigences qui sont celles des conventions? Je veux dire, il faut bien comprendre que l'élément fondamental dans les relations qui vont lier les uns et les autres, c'est la partie contractuelle, c'est la partie conventionnelle. Qu'est-ce qui est prévu en matière de convention par rapport au dispositif de suivi et d'évaluation? Je crois que c'est en ces termes qu'il faut poser la question, plutôt que de chercher des réponses dans les textes légaux ou réglementaires. Encore une fois, on a des principes législatifs qui sont clairement fixés, on a des jambes à la loi avec ses décrets d'application. Pour le reste, je l'avais dit tout à l'heure, tout dépend des règles d'intervention des uns et des autres. C'est aux OPCA de fixer leurs règles d'intervention, c'est prévu d'ailleurs par les textes. C'est au FSE d'intervenir selon ce que prévoient les règlements communautaires. S'il y a des questions qui se posent, je crois qu'il ne faut pas hésiter à les poser à un correspondant en direct ou à l'administration centrale en charge du FSE. Pour le reste, je ne suis pas sûr qu'on ait tout entendu. J'ai entendu la question du et, du ou, c'est traité d'après vous dans ce que vous avez dit là, sur le et et le ou? Jean-Philippe, première question, c'était est-ce qu'on sait et les trois types d'attestation, ou ça peut être ou chacun des types d'attestation? Alors, si on parle bien donc des attestations de présence ou les éléments constitutifs des éléments de preuve pour la foi, c'est ça? Elle me dit non, donc j'ai pas bien compris. Reformulez votre question. Non, c'était bien ça. L'un ou l'autre, si on est sur des formations présentielles, c'est l'attestation de présence qui s'appuie sur les émargements des stagiaires. Si on est sur la foi, ce sont les éléments qui sont référencés donc, par rapport au décret, les éléments de preuve de réalisation et de justification d'assiduité. Si c'est du blend, c'est l'un et l'autre. Oui, en fait, non, c'était pas ça. C'était en fait les éléments justificatifs pour la formation ouverte à distance sont de 3 ordres. Donc les évaluations, les travaux, l'assistance. Est-ce qu'il doit, dans un dispositif de formation, y avoir les 3? Ou est-ce qu'on est sur éventuellement 1 ou 2 ou les 3? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous demander en fait? Je suis désolé, j'ai peur de répondre à côté parce qu'on comprend vraiment très très mal. Donc alors je vais essayer de reprendre. Dans la loi, il y a 3 types d'attestations qui justifient de la formation à distance. Redis-moi les 3. Le premier c'était l'attestation, le deuxième c'était, redis-moi les 3. Les travaux. Évaluation, travaux et assistance. Et assistance. Donc, est-ce que ces 3 éléments sont à chaque fois nécessaires qu'il y a une action de formation à distance, ou est-ce que l'un des 3 peut suffire? Donc, c'est là qu'il y avait la question du et et du ou. Je vais me permettre de reformuler. Nous avons dans le présentiel attestation de présence, feuille d'émargement. Donc, attestation de présence, c'est produit par l'organisme. Il s'appuie sur les feuilles d'émargement. Ces feuilles d'émargement, on va dire que c'est le back-office de l'organisme de formation, c'est le moyen de production des attestations de présence. Nous avons des attestations d'assiduité qui donc sont produites par le prestataire qui a fait le module ou la formation ouverte et à distance. Ces attestations d'assiduité s'appuient sur un back-office qui peut donc s'appuyer sur différentes prestations, les tests, les modules à distance, les périodes d'accompagnement, et c'est le back-office. Donc l'attestation d'assiduité, c'est un document dans lequel le prestataire affirme que la personne a suivi la totalité, ou pas la totalité, en partie, telle ou telle formation ouverte à distance. C'est ça la logique du système. L'attestation d'assiduité, à elle seule, remplace l'attestation de présence.
Est-ce que dans ton esprit, dans la partie à distance, les 3 types de documents sont nécessaires ensemble? Ou est-ce que l'un des 3 peut suffire? C'est ça la question. Les 3 types de documents, c'est une lecture Oui, par rapport au décret, quand on dit les justificatifs, par rapport aux travaux, ensuite les informations données aux stagiaires, et troisièmement, les éléments qui concourent au jalonnement de l'action, c'est ça la question? Oui, c'est ça. Oui, c'est du cumulatif, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans quelque chose qui doit satisfaire aux 3 exigences. L'exigence de réalisation de ce qui est demandé aux stagiaires, premier élément. Deuxièmement, les éléments sur les informations qui lui sont communiquées, et normalement tout cela figure au programme, c'est ça qui est essentiel. Et puis troisièmement, les éléments d'évaluation ou en tout cas de jalonnement de l'action. Maintenant, il faut les faire coïncider avec, encore une fois, les durées et ce qui est prévu dans le conventionnement et le programme. Mais je ne vois pas très bien pourquoi on isolerait un des éléments par rapport aux autres. Sauf si vous avez un exemple en tête. Non, mais c'est une question d'ingénierie de formation après, en fait. Ça dépend. Après, je voudrais pas prendre non plus toute la place du débat. Bon, la question qui se pose, que je reformule, c'est effectivement est-ce qu'on doit le prévoir dans l'ingénierie de formation en amont ou pas? Voilà, c'est pour ça que la question se pose. Alors, on va prendre une autre question. Je reformule la question, si vous en êtes d'accord. Est-ce que cette disposition doit servir de cadre pour présenter son offre de formation ouverte à distance? Est-ce que c'est une sorte de cahier des charges implicite qui permet de caractériser une offre de formation ouverte à distance valable? Et donc, est-ce qu'il faut lire ces exigences comme devant être intégrées en amont du process? La réponse est oui, mais pour chacune de ces exigences répond une modalité aussi pédagogique. Donc on est là sur un élément qui paraît clair. Il y aura des travaux, donc il faudra attester de la réalisation des travaux. Il y aura une évaluation, donc il y aura des éléments pour l'évaluation. Et on peut imaginer qu'il y a un minimum d'informations et de données qui permettront le suivi. Donc, effectivement, ces 3 ingrédients paraissent comme 3 ingrédients qui caractérisent la FOAD, et donc c'est cumulatif en termes de preuves. Indéniablement, plus on est précis dans la description, donc avant tout dans le programme, et donc plus on est précis sur la manière dont on va suivre l'exécution de l'action, et donc a fortiori de la capacité à rendre compte de cette exécution, sont, à mon sens, des éléments qui vont faciliter la lecture par l'extérieur, donc par des cofinanceurs publics, par les OPCAM notamment, puisque ce sont eux qui sont pour une bonne part importants dans l'affaire. Donc plus on est capable effectivement dès l'amont d'être précis sur la manière dont on se dote de ce système de suivi et d'évaluation, plus on rassure un tiers financeur sur la capacité à lui démontrer les preuves. Évidemment, il faut se poser la question du mode de preuve dès le départ. Quand j'engage un processus, est-ce que je suis capable, et comment je suis capable d'en rendre compte, et quels sont les outils que je me donne pour satisfaire à cette exigence de suivi et d'évaluation, parce que ce sont des éléments qui me seront demandés par mes bailleurs, par mes clients, par mes financeurs. Mais je dirais que c'est de l'ingénierie de base que de se poser ces questions-là, de la manière dont on va tracer effectivement ces processus de formation. Maintenant, il y a quelque chose qui est libre dans la relation. Tout dépend de ce qui est acheté, de ce qui est financé par les uns et par les autres, et de ce qu'on attend aussi. C'est aux financeurs aussi d'être exigeants ou de préciser ce que eux attendent par rapport à ces processus sur lesquels ils vont mobiliser des fonds prioritaires. Donc je crois que c'est vraiment une entente entre les uns et les autres. Et puis lorsqu'on est sur une relation directe à l'employeur, c'est un peu différent. Là, c'est à l'employeur aussi de savoir comment il va utiliser ses ressources et ses processus de formation pour satisfaire encore une fois à ses exigences qui sont elles plus des rendez-vous de moyen terme sur l'entretien pro ou tout simplement sur la bonne marge de son entreprise. Le temps passe, je vous reprends la parole. On va essayer de faire un peu plus court peut-être dans les réponses. Une deuxième question au fond de la salle, oui. Vous pouvez vous lever, vous présenter, qu'on vous voit un petit peu mieux. Merci. Voilà.
Alain Villaume. Donc on a bien compris hein, la question importante des preuves pour justifier de la réalisation de l'action, mais il y a une vraie question qui se pose concernant le FSE, c'est que le FSE, comment dirais-je, n'acceptera de financer une action que si il y a véritablement un temps de formation réalisé par l'apprenant, et ça sera basé sur le temps effectif de formation de l'apprenant. Et ça, c'est un vrai problème parce que la loi prévoit plutôt de fonder la réalisation de l'action sur un temps estimé de formation. Or, le FSE, toujours aujourd'hui, ne prendra en compte qu'un temps réel de formation de l'apprenant. Merci. Est-ce que vous avez entendu la question? Toujours sur le FSE, la prise en compte du temps. Merci. Je comprends bien la question, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il faut la poser, encore une fois, à ceux qui ont la responsabilité de la gestion du FSE dans ce pays, où on considère que les règles pertinentes nationales s'appliquent, où on considère que pour X ou Y raison, on cherche à avoir d'autres éléments de justification pour mobiliser du cofinancement européen qui sont davantage basés sur la réalité, donc sur le temps effectif, et on est davantage sur des modes de preuve qui vont s'orienter vers les temps de connexion, vers véritablement l'heure de formation exécutée qui déclenche une heure de cofinancement européen. Là, nous, on parle de ce qui est en évolution par rapport aux règles nationales, qui permet donc de prendre en compte ce temps estimé, donc ce temps moyen qui permet de satisfaire au fait que selon les individus, on a quelques heures en plus ou quelques heures en moins. Pour ce qui est du FSE, c'est à eux d'apporter les réponses. Encore une fois, je pense qu'il faut peut-être multiplier les saisines au niveau de la sous-direction en charge du FSE pour avoir quelques garanties sur ce que sera demandé ou pas. J'ai cru comprendre qu'au village FSE qui s'est tenu il y a quelques temps à Paris, qu'on était engagé dans des démarches de simplification, c'est peut-être le bon moment d'y songer effectivement. Mais je ne peux pas répondre pour le FSE dans la mesure où lui-même obéit à des règlements communautaires, à des directives européennes qui sont assez strictes. Je crois qu'il faut que chacun mesure. Lorsqu'on fait appel à des cofinancements européens, on fait appel aux modes de contractualisation et de preuve qui sont exigés par la Commission européenne. Lorsqu'on est sur hors cadre européen, on a ces règles du jeu qui sont plus souples, qui s'appliquent et qui en même temps sont suffisantes pour justifier la réalité des actions. Jean-Luc, s'il te plaît. Jean-Luc Peuvrier, cabinet Stratis. Alors, je pense qu'on ne t'entend pas bien. Donc, Jean-Luc du cabinet Stratis, vas-y, reprends mon micro. Oui, Jean-Luc Peuvrier. Vous avez évoqué tout à l'heure sur la dépense directe des entreprises, vous avez utilisé la notion d'investissement, qui est très intéressante, bien sûr. Ma question est de savoir si les dépenses occasionnées par un dispositif, par la mise en place d'un dispositif de FOAD, je parle des outils et par exemple des ressources pédagogiques numériques, est-ce que les dépenses dans ce cadre-là seront comptabilisées au même titre que l'achat d'une action de formation à un prestataire extérieur ? Une certaine forme sur la question des investissements, donc. Si on a bien compris, là on quitte un peu le sujet de la formation ouverte et à distance, on est dans la formation interne. Est-ce qu'aujourd'hui une entreprise qui investit des achats d'outils peut dépenser ça au titre de la formation continue? Eh bien la réponse est oui, on avait des règles dans le cadre du 09, elles continuent à exister. Simplement il n'y a plus ce cadre fiscal, mais il y a quand même les règles comptables d'investissement et d'amortissement dans la comptabilité de l'entreprise. Et l'entreprise, donc, sur la base du nouveau contrôle social, rendra compte de cette dépense, si elle le souhaite, auprès du comité d'entreprise, en expliquant que tout ça, pour elle, à ses yeux, c'est de la formation continue, puisque ça va permettre de former en interne les salariés de l'entreprise. C'est une question importante qui fait l'objet de travaux dans le cadre d'un comité de pilotage pour lequel la FFP, la Fédération de la formation, est engagée et qui mobilise différentes administrations, la DGFP, la DG6, etc. Et cette question de la mesure de l'investissement formation, effectivement, est posée. Mais elle se pose à la fois en termes économiques et en termes comptables, ce qui n'est pas tout à fait la même signification. On peut être sur la logique économique de la dépense en investissement, et puis il y a les règles comptables qui sont celles du haut de bilan lorsqu'on valorise
en capitalisation, en brevets, qui peuvent participer évidemment d'une stratégie de formation, mais on est dans les règles comptables de droit commun et avec les règles d'amortissement. Donc tout cela va être posé nouvellement, voir s'il y a des évolutions à faire de ce côté-là. Donc on le saura dans les prochains mois, hein, en fonction des travaux qui seront engagés. Vous savez, la comptabilité, il faut passer par l'autorité des normes comptables, donc ça ne se bouge pas comme ça du jour au lendemain, Dieu merci. Hein. Mais cette question est clairement posée, et elle l'est d'autant plus qu'elle l'est également dans la définition de la BDU. Vous savez, la banque de données unique qui prévoit que les employeurs de plus de 50 salariés ramassent dans un même endroit toutes les données sociales. Et dans cette banque de données unique, on parle bien d'investissement en formation. Donc on voit que le vocabulaire est en train de s'harmoniser de ce point de vue-là. Il y a sans doute besoin de le matérialiser de manière plus, notamment sur le plan comptable, pour savoir de quoi on parle. Mais la notion d'investissement économique, elle, est déjà là indéniablement. En tout cas, elle ne sera plus l'objet d'un contrôle au sens fiscal du terme. On prend une dernière question, vu l'heure. On va essayer de garder quand même notre timing. Jacques, tu voulais poser la dernière question? Non, c'était plutôt un mot de la fin, puisque c'est la fin. Je voulais, à force, après plus de 40 ans d'obligations fiscales, on finit nous-mêmes par perdre notre bon sens. Et ce que je voulais simplement rappeler, c'est que ces nouveaux textes qui concernent la FOAD qu'on a sous les yeux, la réalisation des travaux exigés, l'information relative au suivi de l'action, à l'accompagnement, à l'assistance, et bien sûr les évaluations spécifiques, sont des éléments qui garantissent beaucoup mieux l'obligation de formation que la feuille de présence. Et ça, je tenais à le dire, parce qu'on a l'impression parfois que c'est un système un peu mineur par rapport à la feuille de présence. La réalité, c'est l'inverse. C'est ça qui garantit la formation, c'est pas la feuille de présence. On connaît tous des gens qui sont présents et qui pensent à autre chose. Jean-Philippe, est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Jacques? Pas sûr. Enfin, je pense que c'est effectivement quelque chose sur lequel on peut s'entendre. Hein. C'est pas parce qu'on a émargé qu'on a forcément été attentif à ce qui a été dit en formation. À l'inverse, ces processus de formation ouverte à distance, avec les séquences et les différents jalons qui vont la parcourir, sont peut-être davantage orientés vers le résultat de la formation et de l'efficacité. Donc à partir de là, s'il y a des financeurs qui interviennent, à eux de déterminer quels choix ils font par rapport aux acquis et à la pertinence des choix de formation qui sont proposés. Que ce soit l'entreprise elle-même ou les OPCA à travers l'utilisation des fonds mutualisés, conventionnels y compris, et puis on sait qu'il y a les versements volontaires, on n'est pas rentré là dans ce débat par rapport au versement volontaire, mais qui est aussi une des caractéristiques de la réforme. Merci à tous les trois de nous avoir consacré du temps. Je propose aux participants de garder leurs questions, de les poser dans les ateliers tout à l'heure, puisqu'on va faire un va-et-vient entre les ateliers et notre salle. Et de toute façon, on pense que les questions qui vont sortir des ateliers seront remontées aux autorités compétentes. Et donc je suppose que ce travail de dialogue qui commence là aura une suite. Et on ne se faisait pas d'illusions qu'en une heure, on aurait fait le tour du sujet. Merci à Jean-Philippe, Stéphane, David, d'avoir joué le jeu de cette discussion, et peut-être à une autre fois.